Ça bien. Ok, Vraiment, je suis artiste. Maman a Kikwiti. Oui. Bon, on a bien Kikwiti. Donc, je crois que mon image, il y a pas près. Génor TV. Par-ci par-là, na kini na mon image, na Kikwiti na mon image. Ma fille, tant na commis à Balobino. Nié, déjà quelque part, on a bien fait comme en tant que gars artiste. Ah bon? Donc, est-ce qu'on a un objectif comme Awa na Génor TV, ils ont ni bâtonniers sur pourquoi ils payent au bateau en Abisso? Non, objectif normalement, ils ont autant qu'ils ont talentueux. Génor TV, ils ont gang chaîne. Où ils ont préféré en haut. C'est pour ça qu'on a commis peut-être. Bah comprendre où ils ont parce que bah œuvre où ils est pas dans l'ail bah quoi bah on a s'imaginer TV bah quoi découvrir nga et belé na Génor TV c'est qu'on a ni monde de Mubimba et Talio ce que quoi bah c'est aux anani hein aux anulemani aux comédiens aux anani hein oui ça va tout cas ouais merci dans un artiste typiqueur un chanteur animateur rappeur. Donc, typiqueur, rappeur, voilà, animateur. Donc, au conseil, moi, capella, bon, moi, il y a des façons qui battent sur Bandima, qui est vraiment solo, et le côté au bas, ils sont vrai. Est-ce qu'on peut prouver, bah, dans les noms de Moimba, ou les autres arabes cassito? Ouais, derrière, dans sa poire. Génor TV, Chana Kitoko. Image na yo na monde entier balelango makasi. Génor TV nangai. Bana kini basepeli makasi ba diaspora bana Congo bosunga Génor TV ekende liboso Chana monene Génor TV Chana monene image na yo na monde entier balelango makasi Génor TV nangai bana Congo basepeli makasi bana kini chaîne oza pona bino ponga moda na moni ba image na mo par-ci par-là on a sepela qui fort bana Congo bana Poto ba diaspora. Vous abonnez à la chaîne Nabino Génor TV pour vous découvrir l'artiste Nabino triple son Alain Mandela. En tout cas, merci beaucoup artiste triple son. Boki, Eza Génor TV. Vous s'abonner massivement, vous soutenir Génor TV, vous soutenir sous Manade Dabisso, Franck Ojivadol il est pour naba initiative. En tout cas, Lelo, monde de Nabisso, ils n'avaient pas Bino. Bino peut besoin vivre le monde de Nabisso. Ensemble. Mes très chers abonnés de la chaîne Génor TV, bonjour, bonsoir selon l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. C'est toujours votre humble serviteur Franck Ojvaldo. C'est lui avec qui vous avez toujours l'habitude de partager autour des réalités politiques qui défrayent souvent la chronique dans notre pays. C'est celui-là qui est devant vous. Ce matin, je crois, d'entrée de jeu, je vais vous demander de pouvoir d'abord vous abonner pour vous qui nous suivez, qui n'êtes pas encore abonnés de notre chaîne. Prière de vous abonner pour que vous soyez à chaque fois notifiés lorsque il y a une émission qui se passe sur notre chaîne. Abonnez-vous, ne vous limitez pas seulement à l'abonnement, vous pouvez également partager les liens pour que les autres personnes aussi s'abonnent, c'est une façon de nous soutenir. Et donc, je ne serai pas là pour beaucoup de minutes. Je vais épiloguer sur le bilan du président de la République, donc en fait 3 ans de son mandat. Donc le bilan a mis parcours parce qu'ils ne sont pas encore arrivés à la fin de ce quinquennat. Nous sommes encore, je crois, à la 3e année. Il nous reste encore 2 ans. Et donc il n'y a pas moyen de conclure que Félix Tshisekedi a lamentablement échoué. Il n'y a pas moyen de conclure comme ça.
Alors, je crois, nous allons épiloguer aussi parce que nous avons suivi, passé par là, des commentaires sur les réseaux sociaux, sur nos chaînes de télévision, des radios, des opposants qui pensent que Félix n'a rien fait. Dans ces 3 ans, il a échoué lamentablement. Je ne sais pas sur base de quelle réflexion ils peuvent penser comme ça, qu'il a échoué lamentablement. Donc pour eux, tout ce que Félix a fait ne compte pas. Je ne sais pas si leur candidat était à la place de Félix dans le contexte que Félix avait eu le pouvoir. Je ne sais pas si, par quel miracle, son candidat-là allait sortir la RDC directement de ces gouffres. La RDC, c'est comme on le dit souvent, c'est comme un hippopotame, c'est comme un éléphant. C'est comme un éléphant, lorsqu'il est tué, vous ne saurez pas par où commencer à couper. Donc c'est ça la RDC. Elle est comparée à un éléphant abattu. Vous ne saurez pas par où commencer à couper la viande. Vous ne saurez pas. C'est comme ça avec la RDC. Donc la RDC, c'est un pays qui a vécu longtemps dans les gouffres. Donc c'est un pays qui est sujet des conflits internationaux entre les grandes puissances. Vous voyez, tout le monde veut exploiter les minéraux de la RDC. Et donc un pays comme ça aura toujours du mal à décoller. C'est ça le problème, parce que toutes ces grandes puissances-là ont les yeux braqués sur la RDC. Et donc, être président de ce pays, d'un pays comme ça, scandale géologique, un pays qui attire l'attention de tout le monde, de toutes les grandes puissances. Être président de ce pays, ce n'est pas facile, ce n'est pas du jour au lendemain que vous pouvez le développer. Et donc, je crois, pour ceux qui pensent que Félix a échoué lamentablement, je crois qu'ils sont dans l'erreur. Ils sont dans l'erreur où ils ont une mauvaise lecture des réalités politiques de notre pays. C'est tout ce que moi, je peux dire. Je crois, le bilan, lorsque nous allons nous évertuer de commenter sur le bilan de ces 3 ans de Félix, nous n'allons pas tout mettre dans la moule, mais il nous faudrait de faire les analyses sur chaque domaine de la vie sociétale du pays et conclure après s'il a échoué lamentablement ou s'il a réussi même à 20%. On laisse ces domaines, on attaque un autre domaine. C'est comme ça qu'on fait les bilans à mi-parcours. Vous n'allez pas prendre tout et mettre dans le même sac pour conclure, inférer qu'il n'a rien fait. Et donc, il faut prendre domaine par domaine, domaine par domaine, domaine par domaine. C'est comme cela que vous aurez à comprendre s'il a échoué ou s'il a réussi à 30, même 50, 60, 70%, ou s'il a lamentablement échoué comme vous le dites. Vous savez, lorsque nous parlons des desiderata ou des besoins, il y a des besoins qui, même dans nos vies quotidiennes, tous nous sommes des responsables. Nous gérons même nos familles, même nos petites et moyennes entreprises. Et nous avons des besoins qui sont... Nous avons 3 sortes de besoins, ou 3 catégories de besoins. Nous avons les besoins qui sont complètement satisfaits. Nous avons les besoins qui ne sont pas encore satisfaits. Et nous avons les besoins qui sont en cours de satisfaction ou à moitié satisfaits. Maintenant, lorsque nous prenons le bilan de Félix, il faut commencer par les besoins qu'il avait trouvés, les desiderata du peuple quand il a pris le pouvoir, ou les besoins du pays. Parlons du pays, parce que le peuple, bien sûr nous pouvons parler en termes du peuple, mais ce peuple-là est divisé.
Ce peuple est divisé. Il y en a ceux qui sont dans la société civile, d'autres sont dans l'opposition radicale, d'autres sont dans l'opposition républicaine et d'autres sont dans la mouvance. Et donc, parlons de la République. Quels sont les besoins primordiaux que Félix avait trouvés lorsqu'il avait le pouvoir? Je crois, la première des choses, les pays étaient totalement déconnectés au monde. Mais lorsqu'il a eu le pouvoir, Félix, il a fait tout pour reconnecter les pays. Aujourd'hui, sur l'échiquier international, si on parle de la RDC, c'est grâce à Félix. Nous sommes dans la mondialisation, dans la globalisation. Aujourd'hui, on parle du monde comme un village planétaire. Et donc, un pays ne peut pas vivre en vase clos. Un pays ne peut pas vivre en autarcie. On parle du monde comme un village planétaire. C'est-à-dire, nous sommes astreints de nous entremêler. Nous sommes astreints de collaborer. Je vous ai toujours parlé de ces choses. C'est pourquoi on parle de la collaboration internationale. C'est pourquoi l'ONU est là. Avant l'ONU, il y avait la Société des Nations. Inféré qu'il n'a rien fait. Et donc, il faut prendre domaine par domaine, domaine par domaine, domaine par domaine. C'est comme cela que vous aurez à comprendre s'il a échoué ou s'il a réussi à 30, même 50, 60, 70% ou s'il a lamentablement échoué comme vous le dites. Vous savez, lorsque nous parlons des desiderata ou des besoins, il y a les besoins qui, même dans nos vies quotidiennes, tous nous sommes des responsables. Nous gérons même nos familles, même nos petites et moyennes entreprises. Et nous avons des besoins qui sont... Nous avons trois sortes de besoins, ou trois catégories de besoins. Nous avons les besoins qui sont complètement satisfaits. Nous avons les besoins qui ne sont pas encore satisfaits. Et nous avons les besoins qui sont en cours de satisfaction ou à moitié satisfaits. Maintenant, lorsque nous prenons le bilan de Félix, il faut commencer par les besoins qu'il avait trouvés, les desiderata du peuple quand il a pris le pouvoir, ou les besoins du pays. Parlons du pays, parce que le peuple, bien sûr, nous pouvons parler en termes du peuple, mais ce peuple-là est divisé. Ce peuple est divisé. Il y en a ceux qui sont dans la société civile, d'autres sont dans l'opposition radicale, d'autres sont dans l'opposition républicaine et d'autres sont dans la mouvance. Et donc, parlons de la République. Quels sont les besoins primordiaux que Félix avait trouvés lorsqu'il avait le pouvoir? Je crois, la première des choses, les pays étaient totalement déconnectés au monde. Mais lorsqu'il a eu le pouvoir, Félix, il a fait tout pour reconnecter les pays. Aujourd'hui, sur l'échiquier international, si on parle de la RDC, c'est grâce à Félix. Nous sommes dans la mondialisation, dans la globalisation. Aujourd'hui, on parle du monde comme un village planétaire. Et donc, un pays ne peut pas vivre en vase clos. Un pays ne peut pas vivre en autarcie. On parle du monde comme un village planétaire. C'est-à-dire, nous sommes astreints de nous entremêler. Nous sommes astreints de collaborer. Je vous ai toujours parlé de ces choses. C'est pourquoi on parle de la collaboration internationale. C'est pourquoi l'ONU est là. Avant l'ONU, il y avait la Société des Nations. Il y avait la Société des Nations qui avait pour mission de sortir la guerre de la loi. Pour que la guerre ne soit pas un moyen de règlement des comptes. C'est cette mission-là que cette Société des Nations avait. Mais comme elle avait échoué, elle n'avait pas atteint ses objectifs, c'est comme ça que l'ONU a été créée après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, la création de l'ONU, c'était juste dans l'optique de mettre tous les pays ensemble, les épargner des conflits.
C'est comme ça que les pays sont astreints aujourd'hui de vivre, de coopérer. On parle de la communauté internationale, qui est l'ensemble des États en coopération. Les États là sont des sujets du droit international public qui régit cette communauté internationale. Et donc, la RDC faisant partie des différents traités de la communauté internationale ou de l'Union africaine, de la SADC, de la CEPGL, c'est-à-dire elle a accepté de perdre un petit pourcentage de sa souveraineté. Et donc, on n'a pas l'intérêt aujourd'hui de dire non, nous n'allons pas collaborer avec les qui sont d'application chez nous ici. Il y a ces traités-là. Et donc, la RDC est membre de plusieurs structures mondiales. Mais elle n'est pas considérée. Elle avait perdu son poids là diplomatique. C'est comme ça que lorsque Félix est venu, la première des choses, il a fait remettre la RDC sur la scène internationale. On était dans des conflits éternels avec nos voisins. Avec nos voisins ici, on ne coopérait pas. Nous étions dans des conflits. Rwanda, Burundi, Ouganda, Angola, Brazzaville, Centrafrique sont nos voisins traditionnels. Et donc, on ne peut pas les refuser éternellement. Non, la RDC avait besoin, normalement, d'un président réconciliateur. Un président qui devait d'abord apaiser ces tensions, en fait, avec nos voisins. Vous voyez, en l'occurrence l'Angola, Zambie, Rwanda, Burundi, Ouganda, Congo, Brazzaville. Toutes ces tensions-là exigeaient qu'on ait un président réconciliateur, pacificateur. C'est celui que nous avons aujourd'hui. Il s'est humilié, il a accepté l'ignominie, il a accepté tout ça juste pour d'abord trouver grâce auprès de ses homologues de ces pays limitrophes de la RDC. Et maintenant, il se sent maintenant fier, il est devenu quand même puissant. Parce que tous ces gens-là, en les voyant avec les Américains, Joe Biden, avec toutes ces grandes puissances-là, tout ça, maintenant ils comprennent que ce type ici, il est en relation avec ces grandes puissances. Il n'y a pas moyen maintenant de les menacer. Parce que si vous osez, ces grandes puissances-là vont s'occuper de vous. Vous voyez, c'est tout ce que Félix a fait. Nous n'avons pas compris ça. Mes très chers frères congolais, si aujourd'hui nous regrettons la mort de Musée, si aujourd'hui Kabila avait eu le pouvoir, c'est parce que Musée a été tué comme un animal, parce qu'il n'avait pas compris qu'il est important. Quand bien même nous disons que nous sommes souverains, nous sommes, comme on dit, que sur le plan des droits, tout le monde est égal, mais ça c'est juridique, c'est sur le plan des droits, mais sur le plan factuel, sur le plan des faits, ce n'est pas le cas. Nous avons des grandes puissances. Nous avons la Chine là, la grande puissance économique. Nous avons Corée, grande puissance nucléaire. Nous avons les États-Unis. Et donc, il y a l'inégalité là, sur le plan factuel. Mais oui, sur le plan des droits, c'est bon. Nous sommes égaux. Vous voyez? Mais sur le plan factuel, ce n'est pas le cas. Voilà pourquoi nous devons collaborer avec des grandes puissances. C'est ce qui avait fait que Musée soit tué comme un animal. Aujourd'hui, Félix a fait ça. Il a fait ça. Il a convaincu ces grandes puissances. Il a vendu l'image de la RDC auprès des investisseurs, tout ça. Et je crois que il y en a ceux qui disent qu'ils ne sont pas venus ou ne viendront pas. Ils sont contents quand ils ne viennent pas. Mais vous ne pouvez pas haïr votre pays jusqu'à ce niveau. Il sollicite les investisseurs. Félix est passager. Félix, après 10 ans, même après ces 5 ans ici, il peut passer, mais la RDC va rester. Maintenant, si ces investisseurs-là venaient, s'ils investissaient ici, vos enfants auront des embauches. Les jeunes
que vous envoyez dans des rues chaque jour auront des embauches. Mais quand vous ne voulez pas que ces investisseurs-là viennent, vous les faites à l'intérêt de qui et au détriment de qui? C'est la question. Et puis vous voyez, même les petits peuples, les Congolais, sont des investisseurs là. Ils sont où, tout ça? Mais quand vous semez les troubles ici, quand vous souhaitez que la guerre de l'Est continue, quand vous criez chaque jour le détournement, la kleptocratie, vous pensez, quand vous criez qu'il y a l'insécurité dans le pays, vous pensez que ces investisseurs-là viendront investir leurs capitaux dans un pays comme cela? Et donc, vous faites quelque chose, vous voulez quelque chose et son contraire. Quand vous plairez pour le social, mais comment est-ce que ce social-là va s'améliorer? C'est quand il y aura des entreprises ici, nos jeunes diplômés, nos frères auront des embauches. Et quand ils auront des embauches, ils seront rémunérés. Et à ce moment, l'argent sera en circulation. Même une maman qui vend les cacahuètes, une maman qui vend les braises quelque part là-bas, elle pourra quand même s'acheter à manger. Il y a l'argent en circulation. Mais quand lui va se battre là-bas pour que ces investisseurs-là viennent, et vous passez dans des télévisions, dans des radios, sur Internet, vous décriez ça. Vous décriez ces faits. Et vous souhaitez que ces investisseurs-là ne viennent pas investir au Congo. Vous le faites en faveur de qui? Et pour gagner quoi? Vous le faites au détriment de qui? De Félix ou du peuple? Et après vous allez dire que c'est lui qui paupérise le peuple. Et donc moi je vous dis que c'est vous qui battez cette campagne-là, qui paupérisez le peuple, qui ne veulent pas que ce peuple ait des embauches, parce que vous voulez que ce peuple soit paupérisé pour que vous les instrumentalisez. Parce que quelqu'un qui a à manger, quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui a un bon salaire à la fin du mois, vous croyez que vous pouvez l'instrumentaliser avec des discours, des promesses fallacieuses, discours assortis de haine? Vous pouvez vraiment les convaincre avec de tels discours pour qu'ils sortent dans des rues, pour qu'ils manifestent une telle personne? Je crois non. Mais vous instrumentalisez les gens sans emploi. Les gens qui vivotent, ce sont ces gens que vous instrumentalisez. Maintenant, l'autre fait des sommiers pour que nous ayons des entreprises ici, afin que les démunis là, les sans embauche, trouvent quand même un petit job, qu'ils s'en sortissent. Et vous les barricadez la route. Et donc, ce n'est pas lui, Félix, qui est mauvais, mais c'est vous qui faites ça, qui êtes mauvais. C'est comme ça qu'un intellectuel réfléchit. C'est comme ça qu'un sage réfléchit. Maintenant, il a fait tout ça. Bien que tout le monde n'est pas venu, c'est normal. C'est pas que quand il était parti, tout le monde allait venir. Non, parfois, il y en a d'autres qui vont venir dans les seconds mandats. On ne sait pas, il y en a d'autres qui ont promis de venir, il y en a d'autres qui ont envoyé déjà l'argent. Tout ça, c'est dans l'intérêt. Nous avons l'argent ici de la Banque mondiale, de l'FMI, mais vous n'en parlez pas. Il y en a quand même quelque chose que nous avons gagné à travers ces voyages-là. Nous ne pouvons pas tout rejeter pour dire non, il n'a rien fait. Non, ces voyages ont produit quelque chose. Nous avons eu quand même à gagner quelque chose par le biais de ces voyages. Nous devons le reconnaître. Aujourd'hui, on parle de Congo. J'ai regardé une vidéo hier de la question pour un champion qui se passe sur TV5. Mais on a parlé quand même de Félix. On a parlé de Félix. Et tout ça, ça ne vous fait pas quelque chose vraiment, mes chers Congolais. C'est votre partie de lui. Sur le plan diplomatique, Félix n'a pas échoué. Si on peut les coter, il peut avoir même 90%. Si on peut vraiment les coter, il peut avoir 90%. Et sur le plan militaire, il est en train de fournir quand même les efforts. Il a décrété l'état de siège à l'Est, qui est en train de produire les effets. Les Congolais sont des présentéistes. Ils sont là, mais distraits. Quand les choses se font, ils sont là. Ils vaillent ça, mais distraits. C'est ça les Congolais. Les présentéistes. Il a décrété l'état de siège à l'Est.
Il fournit un effort. Il a collaboré avec les Ougandais. Ils nous ont envoyé les militaires ici pour soutenir notre armée. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu dans les médias par des opposants? Vous voyez, ces gens-là ne vont pas encore sortir. Vous voyez, il a vendu la partie est de la RDC, tout ça. Vous inventez des choses. Vous pensez que vendre, prendre seulement, qu'est-ce que Félix va gagner en vendant ou en cédant cette partie de l'Est? Mais ça sera une infraction qui sera reconnue dans son chef. De la haute trahison. De la haute trahison. Parce que la Constitution définit la haute trahison comme une violation intentionnelle de la Constitution, comme des violations, des violations graves des droits de l'homme et comme la sécession d'une partie du territoire. Maintenant, quand il fait ça, cette sécession-là, il va gagner quoi? Il sera incriminé par la Cour constitutionnelle. Et quand vous tenez ce discours, vous réfléchissez, vous pensez à ça, qu'il n'a pas l'intérêt, que lui, Félix, n'a pas l'intérêt de céder cette partie de la RDC. Il n'a pas l'intérêt de le faire. Mais quand vous parlez, vous commentez, c'est comme si il le fait intentionnellement, ou soit il a un gain en faisant cela. Nous sommes en train de comprendre votre façon de réfléchir. On se dit, vous êtes juste animé par une mauvaise volonté. C'est tout ce que nous pouvons dire. Sur le plan militaire, nous voyons les efforts qu'il est en train de fournir à l'Est. Cette guerre de l'Est ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de longtemps. Ça date de longtemps. Ça date de longtemps. C'est depuis, je crois bien, 1996. C'est depuis 1996 qu'il y a eu des conflits là-bas, à l'Est. C'est comme ça qu'il y a des multinationaux qui en profitent maintenant pour exploiter les minéraux. Il y a des terroristes qui en profitent pour massacrer là-bas. Mais aujourd'hui, que les présidents de ces pays voisins comprennent que nous sommes menacés parce que par nos conflits, les terroristes maintenant en profitent pour nous déstabiliser. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement les sécurités pour l'Est, c'est les sécurités pour toute cette région. Maintenant, ils comprennent ça dans ce sens-là. Ils fédèrent leurs forces militaires. Ils fédèrent les énergies. On appelle ça la mutualisation pour affaiblir ces assaillants. Mais vous montez au créneau pour décrier ça. Pour dire non, ça ne doit pas être comme ça. Mais vous n'avez pas une armée forte. Bien sûr que notre armée a fourni quand même un grand effort. Elle a fourni un grand effort. Mais il y en a encore beaucoup de choses qui manquent à cette armée. Nous avons un budget minable. Jusque-là, vous allez aux États-Unis, vous trouvez l'armée qui est budgétisée parfois à 500 milliards de dollars. Juste pour l'armée. Pour une division. Pour une division. Donc 500 milliards de dollars. 500 milliards de dollars. Pour juste financer l'armée. Mais nous, notre budget avoisine aujourd'hui 10 milliards. Un effort que nous pouvons quand même applaudir sur le plan économique. Je vais en parler. Mais vous faites semblant, vous n'en parlez pas. Mais avec ce budget minable ici, vous pensez que notre armée sera convenablement équipée, étoffée, des éléments susceptibles de la permettre vraiment d'affronter toutes ces rébellions? C'est pratiquement impossible. C'est-à-dire, nous y allons mollo. Mais quand les autres veulent venir nous appuyer, pourquoi politiser ça? L'armée est apolitique. C'est pourquoi moi je n'aime pas commenter beaucoup sur les stratégies militaires. Parce que ça complique, c'est vraiment subtil. Ça complique. Je n'aime pas commenter sur ça. C'est trop subtil et c'est un terrain trop glissant. L'armée est apolitique. Les stratégies militaires sont apolitiques. Les militaires ne sont pas des politiciens. Il ne faut pas faire l'amalgame. Et donc, si c'est ce plan, nous voyons qu'il y a quand même les progrès. Sur le plan économique, comme je venais de dire, nous avions dans ce pays-ci les budgets qui naviguaient dans des 3 milliards,
4 milliards avec les prêts de l'FMI et de la Banque mondiale, les billets dans les 2 milliards, tout ça. Quand Ilukamba est parti, il nous a laissé les budgets de combien? Les 4 milliards. Félix a nommé Sama Lukonde Premier ministre. Sama Lukonde a formé son gouvernement. Ce gouvernement est entré en action. 6 mois après, nous avons le budget de 10 milliards de dollars. Personne n'en parle. C'est là où nous comprenons que ce n'est pas encore une question politique, mais c'est une question juste de la haine viscérale, comme je l'ai toujours dit. C'est une haine viscérale. Donc les gens qui n'aiment pas Félix, ils rejettent tout ce qu'il fait. Même les positifs, ils rejettent tout. C'est une haine viscérale, ça c'est pas encore un débat politique. Pour toute la première fois dans l'histoire de notre pays, qu'on a revu la loi budgétaire à la hausse. Nous sommes habitués dans ces pays de revoir cette loi toujours à la baisse. Ils avaient voté un budget de 7 milliards, de 10 milliards, de 11 milliards, mais maintenant, ils n'ont pas eu cet argent-là. Ils ont eu parfois 3 milliards, 2 milliards. Mais une autre partie a été détournée par les kleptocrates. Et après, maintenant, le gouvernement va encore là-bas pour se justifier et puis revoir encore ces budgets à la baisse. Mais pour cette fois-ci, ils ont voté les budgets à un chiffre en deçà. Mais après quelques mois, dans la mobilisation, ils ont trouvé que ce que nous avons gagné, c'est plus que ce qu'on avait voté. Ils reviennent encore pour revoir ça, cette loi budgétaire, cette fois-là, pas à la baisse, mais à la hausse, pour la première fois. Silence médiatique, silence des réseaux sociaux, personne n'en parle. C'est là où je donne raison à M. Christian Bossembe, qui a commencé depuis longtemps à décrier le comportement des chargés des médias du président de la République ou de la présidence. Parce que tout ça, c'est dans l'actif du chef de l'État. Mais silence absolu. Il n'y a personne qui en parle, passer dans les médias pour faire même des bruits, parler, vendre l'image des chefs de l'État, de ses réalisations. Non, ils sont des professionnels, ils ne font absolument rien. Vous voyez, c'est pourquoi vous voyez même Pasteur Mokuna, même Pasteur Guli, certains combattants de l'UDPS, réclamer que Mende, qu'on remette ces ministères-là de communication à Mende, à Lambert Mende. Pourquoi? Lambert Mende n'était qu'un ministre de communication et porte-parole du gouvernement. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il n'était pas trop professionnel parce que Patrick Mouyaya, bien sûr, il travaille, c'est un professionnel. Mais chez nous ici, le professionnalisme vraiment ne compte pas, surtout en politique. Il n'y a que des calculs politiciens qui comptent. Patrick Mouyaya, c'est un professionnel parce qu'il est d'abord un journaliste. Ce qu'il fait, j'apprécie. Chaque semaine, il a des journalistes, il invite des ministres qui viennent là-bas, il organise des conférences de presse avec quelques journalistes du corps journalistique. Et il invite les ministres qui viennent chaque semaine répondre aux questions des journalistes. C'est bien, ça, c'est professionnel, c'est bien, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Il faut que les journalistes aient le temps de discuter avec les ministres au lieu d'aller inventer les choses sur les médias. C'est bien ce qu'il fait. Mais c'est trop professionnel. Maintenant, chez nous, il faut avoir à un certain moment l'extrapolation. Vous voyez, à un certain moment, il faut être vraiment trop politicien qui est professionnel. Pourquoi? Parce que Mende, étant ministre de communication et porte-parole du gouvernement, lui ramassait tout. Même toutes les questions qui étaient relatives à l'armée, Mende ramassait. L'armée a un porte-parole, lui ramassait. Toutes les questions qui étaient relatives à la présidence, Mende ramassait. Donc, même les spéculations, quand il y avait des spéculations, vous voyez Mende là sur les médias, même si vous avez une chaîne parfois qui n'a pas encore assez d'abonnés, une chaîne qui n'a pas beaucoup de vues, mais vous invitez Mende pour venir parler. Il vient, il parle, il défend son président. Même quand il y a des spéculations, même si ce n'est pas vrai, Mende est là dans ces spéculations-là, il parle, il défend. Il était trop politique, donc coup sur coup, pièce contre pièce. C'est pourquoi vous voyez les Congolais, beaucoup de Congolais, même beaucoup de gens, désirent que Mende soit là. Parce que lui il ramassait tout. Mais combien de spéculations
qui défraye la chronique chaque jour ici. Combien de spéculations, combien de spéculations. Et quand, parce que les peuples n'entendent que ce qu'on lui dit. Ce qu'on dit, c'est ce que le peuple entend. Quand vous ne dites rien, ils vont entendre quoi? Mais que celui qui parle, c'est celui-là que le peuple va entendre. Vous devez faire quelque chose. C'est pourquoi vous êtes critiqué partout, vous bouffez l'argent de l'État, vous ne faites rien. C'est parce que le chef de l'État est menacé. Chaque jour, il est critiqué. Nous autres ici, je ne suis pas de leader de presse, mais quand même, je crois en lui. Je soutiens sa vision. Il a des initiatives, mais je connais le Congo. Il y a trop d'ambition. C'est pourquoi je suis là. Nous sommes en train de lutter pour le soutenir. C'est pourquoi nous faisons tout cela, mais nous ne sommes pas payés. Mais vous êtes payés pour ça. Pourquoi vous ne vendez pas l'image des chefs de l'État? Pourquoi vous n'en parlez pas? Pourquoi vous ne le défendez pas? Même quand il y a des spéculations, on ne vous sent pas, on ne vous sent pas. On ne vous sent pas. Nous avons Tina Salam, la dame là qui venait de la Radio Capi. Nous avons Félix Kabal, un garçon très intelligent. Vous êtes tous là, chargés de communication. Pourquoi ces silences? Pourquoi vous êtes restés tassutines, vous tous? On a revu le budget à la hausse. Il n'y avait que Gilles Alinguete qui défendait ça. Il n'y avait que Gilles Alinguete de Niger. Il n'y avait que lui qui défendait ça. Or, c'est dans l'actif du président de la République. Sur le plan social, il vous a parlé des programmes de développement de 145 territoires. Là, je me rappelle de mon professeur Mazarin Mfwamba, qui selon lui, la démocratisation de la RDC devait commencer à partir de nos villages. L'État doit revoir les modes d'accession au pouvoir au village. Comment on peut accéder au pouvoir coutumier? Comment on peut devenir chef coutumier? Est-ce qu'il faut seulement qu'il soit de la famille régnante? Ou est-ce qu'il faut compter sur ses capacités et passer par les élections? Parce qu'il y a quelqu'un qui peut être de la famille régnante, qui est fils unique, mais qui n'a pas une tête, et un voyou, par exemple. Mais comme il est fils unique, c'est une loi, et c'est lui qui sera toujours chef. Au village là, il y a des gens capables qui peuvent travailler pour le développement, parler, vendre l'image de ces villages. Pour le développement de ces villages-là, il y a des gens qui sont capables, mais le fait qu'ils ne sont pas issus de ces familles régnantes, ils ne peuvent pas diriger, ils sont limités. C'est comme ça que mon professeur Mazarin Mfwamba proposait que la démocratisation de la RDC commence au village. C'est comme ça que Félix il a pensé dans la même optique que le développement de ce pays doit commencer au village. Parce que nous avons commencé là-bas, au sommet, mais nous avons toujours des problèmes. Alors cette fois-ci, il faut qu'on commence au village. C'est un projet, mais il y en a d'autres qui veulent que ce projet-là échoue. Un projet qui n'a pas encore commencé. Comment vous pouvez désirer que ça échoue? Et si ça échouait, ça sera l'intérêt de qui? Et quand vous aurez le pouvoir, si vous commencez le projet et que ça échoue, vous serez content. Vous avez un projet qui n'a pas encore commencé, mais vous suivez dans des médias les gens qui vous critiquent, qui veulent même que vous échouez au départ, avant de commencer ce projet-là, que l'échec commence là. Est-ce que vous allez applaudir ces gens? Vous serez vraiment content. Quand vous voulez que ce projet-ci échoue, vous évoquez d'autres projets précédents qui ont échoué. Pour vous, c'est votre jurisprudence. Comme le projet Tchilé-Gelou a échoué, c'est que les 145 territoires vont encore échouer. Mais non. Et vous pensez que quand vous serez là, vous n'aurez pas un projet échoué dans vos mandats? Ça, c'est rêver debout. C'est fantasmagorique. Ça, c'est une fiction. C'est une fiction. C'est ce qu'on appelle l'idéalisme. L'idéalisme. Or, il faut être réaliste, pragmatique. Il a échoué 100 jours. Tchilé-Gelou n'est pas encore terminé, mais selon vous, il a déjà échoué. Ce n'est qu'un projet.
Les projets se fixent dans le temps et dans l'espace. Mais ce projet-là n'est pas encore terminé. Parfois, c'était pour 1 année et demie. Et ça n'a même pas encore fait 1 année. Mais vous là-bas, vous commencez déjà à crier l'échec. Moi, je pense que Félix aura un bilan. Détrompez-vous, il aura un bilan. Il aura un bilan. Vous parlez du budget de 10 milliards de dollars que nous inventons, mais sur le plan social, vous ne sentez rien. Félix ne regarde pas seulement, c'est comme Mao de la Chine. Félix est un futuriste. Il amasse pour développer ce pays afin que même après 5 ans, 10 ans, nous ayons un Congo développé. Au lieu d'avoir un politicien qui ne regarde qu'ici, mais lui regarde le futur. Nous pouvons accepter de souffrir aujourd'hui. Un cultivateur, lorsqu'il voit cultiver son champ, ça n'a jamais été facile. Il le fait avec beaucoup de douleur, de souffrance. Il fait pied chaque jour de longues distances. De longues distances, chaque jour, aller-retour pour aller au champ. Et il arrive là-bas, il cultive. Parfois, il est là, il peut être mordu par un serpent. Il rentre le soir, fatigué, affamé. Mais après quelques jours, quand il va récolter, il le fera avec beaucoup de joie. C'est ce que les Congolais ne comprennent pas. Félix est comme un cultivateur. Il cultive aujourd'hui sous vos coups, vos insultes, sous vos menaces, vos critiques destructives. Il cultive sous ces injures. Mais quand il va récolter, même les voisins en bénéficieront. Même les ennemis du village, ils vont acheter même les piments. Je ne sais pas si Martin Fayulu passe sur ce mouton. Je ne sais pas. Je ne sais pas si Mabunda et les autres du FCC radical passent là-bas. Mais nous sommes encore là. Je crois nous y reviendrons avec d'autres commandes. Croyez-moi, Félix n'a pas échoué lamentablement comme le pensent d'autres. Alors détrompez-vous. Nous sommes arrivés à la fin. Je crois que nous avons beaucoup de choses que nous allons commenter encore prochainement. Nous sommes arrivés à la fin. Félix n'a pas totalement échoué. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous et partagez notre lien. Continuez toujours à nous soutenir. Continuez à commenter. Continuez à partager le lien, à liker encore. Liker nos vidéos. C'est très important. Merci.